Parler de la politique américaine au Proche-Orient, ça suscite toujours beaucoup de débats. Si aujourd'hui vous allez en Égypte, par exemple, et que vous rencontrez des gens de différentes tendances, il y a un point qui fait l'unanimité, c'est que les États-Unis sont derrière tout. Mais pour les uns, ils sont derrière les frères musulmans, et pour les autres, ils sont derrière le pouvoir militaire. Et cette difficulté, à la fois cette surestimation du rôle des États-Unis et ces interprétations différentes sont quand même, doivent nous interroger. Je vais faire un espèce de rapide survol de la politique américaine, disons, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en rappelant simplement cette caractéristique des États-Unis par rapport aux autres grandes puissances de la région au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que sont la France et le Royaume-Uni, c'est que les États-Unis n'ont pas d'histoire coloniale, ou en tous les cas une histoire coloniale qui ne concerne pas le monde musulman, un peu le monde hispanophone. Et donc assez peu de relations avec le monde musulman, et donc assez peu de préjugés en fait, ou d'opinions sur l'islam même, sur l'islam comme religion. C'est quelque chose qui est très, très éloigné et en même temps qui ne suscite pas les mêmes débats qu'il suscite en Europe autour des questions de la place de la religion, etc. D'autant plus que les États-Unis sont un pays où il y a une espèce de diversité de religions. On veut dire les catholiques, les différentes églises protestantes, les juifs, etc., et que c'est plus facilement accepté. Quand ils rentrent, disons, ils n'ont pas joué un rôle majeur, je ne rentre pas dans les détails, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, ils vont forger une politique et devenir petit à petit la puissance principale. Au départ, il y a plusieurs éléments clés de cette nouvelle politique. D'abord, c'est l'alliance avec l'Arabie saoudite qui se forge en 1945 dans la fameuse rencontre entre le roi Ibn Saoud et Roosevelt en 1945, donc qui fait une espèce de pacte où les États-Unis deviennent le principal exploitant, si on peut dire, des richesses pétrolières et en échange assurent la sécurité du royaume. Et l'Arabie saoudite est restée un peu en dehors des zones d'influence britanniques et françaises. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui va perdurer. Il y a évidemment l'émergence d'Israël, mais c'est un peu plus tard. Et l'alliance, en fait, vraiment entre Israël et les États-Unis va se forger encore plus tard. Mais il y a un autre élément qui est important à comprendre, si on veut comprendre la manière dont les États-Unis voient l'islam, c'est la lutte anti-soviétique. Et notamment la volonté de créer à l'intérieur de l'Union soviétique des mouvements dissidents, notamment dans les républiques musulmanes. Et c'est à ce moment que vont se forger, je crois, les premières relations entre les organisations islamistes, les frères musulmans, etc., et les services américains, avec comme objectif de détruire un pays qui est à la fois un pays qui est l'ennemi des États-Unis et en plus athée. Donc il a des éléments d'alliance. Dans le Proche-Orient tel qu'il va émerger de cette Seconde Guerre mondiale, il va y avoir évidemment la naissance d'Israël, le conflit israélo-palestinien qui va toujours peser, je ne vais pas en parler beaucoup, mais qui évidemment pèse sur la politique américaine. Mais les États-Unis ont un double objectif. Petit à petit, éliminer la France et le Royaume-Uni, qu'ils considèrent comme des puissances coloniales du temps ancien, dépassé. Il faut rappeler, les États-Unis ne sont pas d'une certaine manière une puissance coloniale au sens traditionnel. Donc ils ont même un discours parfois anticolonial. Et cette éviction va pas s'achever, mais dont la date butoir, enfin la date clé, c'est 1956, la crise de Suez. Mais l'autre élément qui est aussi important pour les États-Unis et qui vont leur créer des problèmes, c'est qu'ils veulent, avec les nouveaux États indépendants, forger des alliances face à l'Union soviétique. C'est la période maximum de la guerre froide. Pour les Américains, les pactes anti-soviétiques de l'OTAN à l'OTAS, etc., c'est l'élément stratégique. Et ils vont donc essayer de créer, à travers le fameux pacte de Bagdad et ensuite différents autres pactes, ils vont avoir la volonté d'entraîner les pays arabes
dans un pacte anti-soviétique. Et ils ne comprendront pas, mais vraiment au sens, on peut dire, presque élémentaire, le refus des nouveaux nationalistes arabes d'entrer dans ce pacte. Et ils vont contribuer par leur politique à radicaliser ces mouvements. Je veux dire, l'exemple le plus frappant, c'est Gamal Abdel Nasser, qui, quand il arrive en 1952, quand il renverse le roi et qu'il dirige les officiers libres, il n'a pas une attitude anti-américaine. Au contraire, il a de très bons rapports avec les États-Unis. Il y a même des gens qui disent que la CIA savait qu'il y avait le coup d'État, qu'ils l'ont aidé, etc. Et petit à petit, il va y avoir une dégradation parce que Nasser est un nationaliste, et un nationaliste qui ne comprend pas pourquoi il devrait s'engager dans la lutte qu'il y a entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il n'est pas communiste du tout, il est même anticommuniste, mais il ne veut pas entrer dans des pactes. Et cette incapacité des Américains de comprendre ce nouveau nationalisme arabe va pousser la plupart de ces pays nationalistes à se rapprocher de l'Union soviétique. En 1955, c'est le fameux achat d'armes tchèques par les Égyptiens, la crise de 1956, il y a un rapprochement. Et on va avoir un monde arabe qui est divisé en deux camps. Quelqu'un, un chercheur américain, je crois, parlera d'une nouvelle guerre froide, la guerre froide arabe, entre, disons, deux camps, un dirigé par Nasser et l'Égypte, et l'autre par l'Arabie saoudite et les différents rois qui se succèdent en Arabie saoudite, et notamment Faisal. Dans cet affrontement entre les deux camps, évidemment, les Américains vont choisir globalement, parce qu'il y a aussi des... Enfin, c'est pas aussi simple, vont choisir leur allié, l'Arabie saoudite. Et c'est aussi à cette période où l'Arabie saoudite fait appel aux frères musulmans pour chasser en Égypte, en Syrie et dans les pays nationalistes, pour être le fer de lance de la campagne politique contre le nasserisme et le nationalisme arabe. Et ils vont jouer un rôle majeur dans l'offensive politique des Séoudiens contre Nasser. C'est-à-dire, les Séoudiens, il faut comprendre quelque chose, d'ailleurs c'est encore frappant aujourd'hui, ils n'ont qu'un discours, enfin, ils sont capables de tenir qu'un discours religieux. Ils n'ont pas une vision politique, et cette vision politique, ils vont la déléguer aux frères. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, où ils n'ont pas les frères, ils ont beaucoup de mal face à l'Iran à avoir autre chose qu'un discours religieux. Donc, à cette période, les frères musulmans, donc on a une alliance frères musulmans, Arabie saoudite, États-Unis, même si, comme je l'ai dit, il y a des périodes aussi où c'est moins clair. Par exemple, durant la courte période de Kennedy, Kennedy fait des ouvertures à Nasser. Et je dis ça parce que, bon, les Américains comprennent petit à petit que le conflit au Proche-Orient ne se résume pas à un conflit Est-Ouest et qu'il y a d'autres dimensions, et donc vont essayer à différentes reprises de s'allier avec Nasser quand Nasser s'opposera, par exemple, aux Soviétiques à différents moments, etc. Disons, ça explique, cette période explique les relations assez anciennes qui se créent entre les différents mouvements islamistes et les frères notamment, et les Américains. Après la défaite de 1967, là on saute quelques années, on a une espèce de réorganisation de la région avec quelques coups d'État qui amènent de nouveaux leaders au pouvoir, Assad en Syrie, Kadhafi, etc., et une certaine stabilisation, et je dirais presque glaciation de la région, puisque, en gros, ces pouvoirs vont rester jusqu'aux révolutions arabes pratiquement inchangés. On assiste aussi, c'est la période où on assiste aussi à la montée de l'islamisme politique, et c'est aussi la période où l'essentiel de la volonté américaine, c'est à la fois de trouver une solution au conflit israélo-arabe, parce qu'il n'y a pas encore la dimension palestinienne, et d'expulser les soviétiques de la région. Et dans cette expulsion, ils vont miser sur Sadat, avec un assez grand succès, puisqu'à partir de 73-74, on assiste à un renversement des alliances. Et là aussi, c'est la période où Sadat libère les frères musulmans
et considère les frères musulmans comme un contrepoids aux nassériens et à la gauche à l'intérieur de l'Égypte. Un événement, encore on saute une période, un événement qui va jouer un rôle très important, c'est évidemment en 79 la révolution iranienne. Elle va jouer un rôle très important, pas seulement en termes géopolitiques, mais parce qu'elle va marquer le surgissement de l'islam comme question en soi dans l'opinion américaine. Jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de débat sur l'islam. Et d'ailleurs, dans les sociétés occidentales, le débat sur l'islam est quand même relativement secondaire. À partir de 1979, il va devenir un élément majeur du débat intérieur et donc forcément peser sur les stratégies américaines. L'islam devient un facteur explicatif. Édouard Saïd a écrit un très bon livre qui s'appelle « L'islam dans les médias », où il parle en particulier du rôle que la révolution iranienne a joué pour forger l'image que les médias américains ont de l'islam. Et en gros, il le dit de cette manière, c'est-à-dire l'islam devient un facteur explicatif de tout. Donc, quand vous dites la révolution iranienne, vous n'allez pas essayer de comprendre pourquoi il y a eu un coup d'État. Enfin, est-ce que ce n'est pas un contre-coup du coup d'État fait par la CIA en 1953 qui a mis à bas un gouvernement nationaliste, etc. Vous allez dire c'est l'islam, et c'est l'islam chiite, et vous allez avancer les questions du martyr dans la théologie chiite, etc. Et ça devient une espèce de facteur explicatif, et ça va s'étendre à tout le monde arabe et musulman. Édouard Saïd cite un article écrit par Michael Walzer intitulé « L'explosion de l'islam » et un autre article du New York Times Sunday Magazine. Et il dit deux textes qui visaient, comme tous les autres, à prouver que l'islam est une entité immuable et parfaitement accessible, en dépit des multiples histoires, géographies, structures sociales et cultures des 40 nations qu'il compose. En dépit des 800 millions de musulmans vivant en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, mais aussi à révéler, comme le dit Walzer lui-même, que partout où il y a eu des meurtres, des guerres, des conflits longs et particulièrement atroces, l'islam, de toute évidence, joue un rôle fondamental. Peu importe qu'aucune preuve ne soit exigée, peu importe que l'auteur ne connaisse ni les langues ni les sociétés sur lesquelles il se prononce, peu importe que le bon sens soit purement et simplement évacué dès lors qu'il est question de l'islam. L'éditorial du New Republic réduisait l'Iran à la rage de la passion religieuse contrariée et à un islam déchaîné, se lançant dans de savantes considérations sur les positions prises par la charia, la loi sacrée de l'islam sur l'espionnage, le sauf-conduit, etc. Il s'agissait de faire passer un message, puisque l'islam était en guerre contre nous, autant entrer dans une bataille en connaissance de cause. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va peser et qui va prendre une dimension supplémentaire avec la fin de la guerre froide. Mais pour montrer que ces facteurs idéologiques et religieux ne sont pas les facteurs déterminants même de la politique américaine, il y a un épisode évidemment très important dans les rapports entre les États-Unis et le mouvement l'islam politique, c'est l'Afghanistan. Donc en décembre 1979, les Soviétiques, pour sauver un régime d'un parti communiste, interviennent en Afghanistan, éliminent une des fractions au pouvoir et donc deviennent une force essentielle en Afghanistan. Et là, les Américains vont développer une interprétation de cette invasion comme une offensive soviétique vers les mers chaudes, comme la preuve que l'Union soviétique est à l'offensive partout dans le monde. Il faut rappeler que c'est l'époque où les Cubains sont intervenus en Angola et au Mozambique. Donc il y a une espèce de crainte américaine de la puissance soviétique. Et donc l'idée que l'Afghanistan doit être un champ de bataille pour en finir avec les Soviétiques, pour porter un coup d'arrêt à l'expansionnisme soviétique. Ce que personne ne voit à l'époque parmi les responsables américains, que ce soit la CIA, les think tanks, etc., c'est que l'Union soviétique est un pays profondément en crise déjà, profondément incapable d'avoir une politique... Enfin,
une politique vraiment expansionniste parce qu'il n'est pas capable d'offrir un modèle de société, et surtout parce que la société de l'intérieur, ça ne fonctionne pas. Et les Soviétiques en Afghanistan avaient été hostiles à la prise de pouvoir qui s'est faite par un coup d'État des communistes, et ils avaient de très bonnes relations avec l'ancien régime renversé, et donc ils préféraient avoir un État stable que d'être obligés de prendre en charge eux-mêmes l'Afghanistan. Quoi qu'il en soit, les Américains décident que c'est là qu'ils vont casser l'Union soviétique. C'est la période de la présidence Reagan, c'est-à-dire avec cette volonté de dire l'Amérique est de retour après les défaites au Vietnam, en Indochine, etc. Il nous faut les battre. Et dans ce cadre, va se forger une alliance entre l'Arabie saoudite, le Pakistan, les États-Unis, les frères musulmans, pour envoyer des volontaires se battre en Afghanistan. Et aussi, vous savez que les Moudjahidines, il y a une alliance de 7 organisations Moudjahidines très différentes qui vont des royalistes à des mouvements fondamentalistes. Les Américains vont aider les mouvements les plus fondamentalistes, et notamment Hekmatyar, pas par une espèce de machiavélisme comme les gens pensent, parce qu'ils se disent il y a une alliance stratégique entre les fondamentalistes et les États-Unis. Je ne crois pas du tout, mais parce que dans ce type de guerre, c'est eux qui se battent le mieux. C'est un peu la même chose qu'on a en Syrie aujourd'hui. Ceux qui se battent le mieux, c'est les groupes les plus radicaux. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts aux martyrs, aux attentats, aux opérations suicides, etc. Et donc là, il va se créer. C'est dans cette guerre que va se forger les bases de ce que sera Al-Qaïda. Mais les Américains, à l'époque, ne s'en préoccupent pas. Et d'ailleurs, une fois que les Soviétiques sont partis, ils vont se désintéresser de l'Afghanistan et laisser en fait la gestion de l'Afghanistan essentiellement aux Pakistanais. Et quand les talibans prennent le pouvoir, les Américains n'ont pas vraiment de position, n'expriment aucune hostilité. Mais cette fin de la guerre d'Afghanistan va coïncider avec la fin de la guerre froide et avec un développement du discours à propos de l'islam qui est autour de la question de qui est le nouvel ennemi. C'est-à-dire, on a perdu les... Vous savez, il y a une formule célèbre je crois que c'était, je ne sais pas si c'était Primakov ou un des conseillers de Gorbatchev qui dit aux Américains, nous allons faire une chose terrible, nous allons vous priver d'ennemis. Le problème, c'est que la machine américaine a besoin d'un ennemi, elle va se forger un ennemi. Alors, ça va prendre du temps à se faire, donc les années 90, on va voir monter de plus en plus le discours, l'ennemi rouge a disparu, maintenant c'est l'ennemi vert. Il y a le texte de Huntington sur le choc des civilisations. Il y a tout ça qui se met en place, mais on ne peut pas dire que c'est ce qui forge la politique américaine, en tous les cas jusqu'à 2001. En 2001, avec les attentats de New York et Washington, on a un vrai tournant, c'est-à-dire ce discours qui est un discours relativement minoritaire et devient porté par l'administration, en tous les cas la première administration Bush, et par ceux qu'on a appelés les néoconservateurs. C'est un discours d'ailleurs qui est assez curieux, parce que c'est un discours qui est en rupture avec la politique traditionnelle des Américains, puisqu'il y a en arrière-plan l'idée que le sunnisme est un ennemi essentiel, que l'Arabie saoudite porte une responsabilité très importante, et qu'en fait, il faut renverser, y compris les pouvoirs alliés, enfin, il faut renverser ou faire évoluer, y compris des pouvoirs comme l'Arabie saoudite, l'Égypte, etc., parce que c'est leur immobilisme qui crée les conditions des groupes djihadistes. Ça, c'est un discours qui est porté pas par Bush lui-même, mais par les conseillers néoconservateurs. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre le discours « on va instaurer la démocratie » comme un pur discours de propagande. Il y a l'idée que, finalement, le monde arabe est quelque chose qui est complètement... qui est resté à l'écart de toutes les transformations. Si on intervient, on sera accueilli avec des fleurs et on va instaurer des démocraties comme il y en a en Europe de l'Est. Et il y a des déclarations
à la veille de l'invasion de l'Irak, disant « nous allons être accueillis avec des fleurs en Irak », fait par des conseillers. Alors, d'un côté, l'expérience irakienne va faire bouger un peu tout ça, et puis 2005-2006, c'est-à-dire quand ils font pression sur Moubarak pour qu'il fasse des élections libres et que les frères musulmans emportent pratiquement tous les sièges au premier tour, ça les ébranle. Et quand le Hamas remporte les élections en Palestine, ça les ébranle. Et donc, à partir de ce moment, la deuxième administration Bush va être beaucoup moins idéologique de ce point de vue et va être plutôt pour le statu quo. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'elle n'a pas des contacts avec les organisations islamistes où elle va maintenir, beaucoup plus que la France, par exemple, qui est beaucoup plus timorée, des relations avec les frères musulmans, avec les différentes organisations, mais elle reste en soutien au pouvoir en place. Arrivent les révolutions arabes, et je vais terminer là-dessus, et notamment sur le cas de l'Égypte. Comme j'ai dit, il y a deux interprétations aujourd'hui quand vous allez en Égypte de la politique américaine. Je pense que la politique américaine est une politique, en l'occurrence, très pragmatique. Ils ont soutenu Moubarak jusqu'à la dernière minute. Ils ont soutenu ensuite le Conseil supérieur des forces armées, mais ils ont poussé à une démocratisation parce que finalement, je veux dire, l'expérience historique des États-Unis en Amérique latine, c'est qu'il vaut mieux avoir des régimes démocratiques alliés que des dictatures. Et que finalement, ils ont pensé que ça, c'était possible. Et dans ce contexte en Égypte, ils ont pensé qu'avoir les frères musulmans au gouvernement était plutôt une bonne chose, puisqu'ils avaient un gouvernement frères musulmans qui garantissait la paix avec Israël, ce qui était quand même un de leurs objectifs essentiels dans la région, et dont ils pensaient qu'on pouvait créer un pouvoir inclusif, c'est-à-dire dans lequel, finalement, toutes les forces politiques, sauf les plus radicales ou celles qui utilisaient la violence armée, seraient une partie prenante de la... Et donc, c'est pour ça qu'ils ont poussé, effectivement, plutôt à une non-intervention de l'armée, au moment où l'armée est intervenue, et plutôt, ils ont essayé de trouver un compromis entre l'armée et les frères. Et ils ont échoué. Maintenant, je veux dire, ils s'adaptent à cette situation. Ils ont beau être attaqués par les Égyptiens, je veux dire, l'alliance entre le pouvoir actuel et les États-Unis reste quand même un élément fondamental. Mais c'est vrai qu'ils ont un discours qui, de ce point de vue, là aussi se différencie un peu de l'Europe et de la France. Ils sont plus fermes sur les questions du pluralisme et de la démocratie que ne le sont les Européens. Bon. Et parce que je crois qu'ils mesurent à quel point, je veux dire, un régime militaire aujourd'hui en Égypte peut être dangereux, y compris pour leurs propres intérêts. Ce n'est pas qu'ils ont une admiration folle pour les frères musulmans, en plus qui ont multiplié les erreurs, les crimes aussi, mais c'est parce qu'ils pensent que c'est un élément de stabilité. Voilà. Ceci étant, il faut aussi terminer en disant que dans les évolutions internes des pays auxquels on assiste dans le monde arabe, il ne faut pas surestimer la capacité des Américains à agir. C'est-à-dire, les Américains, ça c'est l'idée que les Américains sont maîtres de toutes les cartes. Aujourd'hui, quand on parle de la situation en Tunisie, de la situation en Égypte ou de la situation en Syrie, elle est absurde. Je veux dire, elle est d'une certaine manière, de manière positive, parce que, bon, en gros, l'ère du colonialisme, elle est terminée et que les luttes internes se font. Après, qu'eux essayent, une fois que des pouvoirs se mettent en place, de préserver leurs intérêts, c'est évident. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils n'ont pas rompu, ils ne rompront pas leur relation avec le pouvoir actuel, bien qu'ils soient issus d'un coup d'État. Vous savez qu'ils ont... ils ne l'ont pas qualifié de coup d'État, parce qu'ils le qualifiaient de coup d'État, ils étaient obligés de suspendre toute une partie de leur... Donc, ils ont trouvé des arguties juridiques pour ne pas le faire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont satisfaits. Ça c'est ce que disent les frères musulmans. En fait, ils appuient les militaires. Ce n'est pas vrai. Mais ça veut dire qu'ils sont simplement réalistes. Ceci étant, et je terminerai là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a
On a une politique d'État aujourd'hui des États-Unis qui est une politique qui est fondée sur la réelle politique, et en même temps, cette réelle politique se place quand même dans un contexte occidental, je dirais européen et américain, où l'islam est perçu largement comme une menace, et donc, évidemment, du point de vue interne aux États-Unis comme en Europe, ça pèse de manière importante. Voilà. Bien, alors, moi, je vais partir d'une impression de mes multiples voyages aux États-Unis et pour essayer de parler devant vous d'une sorte d'énigme à mes yeux qui est la place de l'islam aux États-Unis. Je ne prétends pas en faire une étude, je dis simplement un peu de manière impressionniste. Je vais souvent à New York et c'est pas vieux, c'était en 2010. Je suis tombé sur une manifestation dont je vais reparler un peu en détail, très violente, contre l'islam et qui se situait à Ground Zero. C'était en 2010 parce que on allait créer un centre islamique à trois blocs, c'est comme ça qu'on compte à New York, qui était consacré à l'islam et à une mosquée. Et il y avait une très violente manifestation dont je vais reparler. Et j'avoue que j'ai été très surpris de cette violence et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et c'est un peu ça que je voudrais vous exposer, c'est mon interrogation par rapport à ça. Et je voudrais le faire en trois idées simples. La première idée, c'est, je dirais, d'un point de vue purement logique et rationnel, il n'y a aucune raison qu'il y ait ces manifestations contre l'islam. Bien entendu, cette formulation, elle est déjà en soi discutable. Deuxièmement, et pourtant, on peut prendre des exemples très concrets où il y a des manifestations assez violentes de différentes natures. Ça sera ma deuxième idée. Et la troisième idée, qui est essayer de comprendre pourquoi est-ce que finalement, alors qu'il n'y a pas d'éléments entre guillemets objectifs, mais ça n'a pas beaucoup de sens l'objectivité, pourquoi est-ce que finalement il y a cette situation? Donc c'est trois idées qui tournent autour de mon interrogation. La première idée, donc, c'est logiquement, sachant que le terme n'a pas beaucoup de sens quelque part, il n'y a pas de raison qu'il y ait ça. Parce que, bon, Alain le disait tout à l'heure, il n'y a pas aux États-Unis ce que nous avons en France ou en Europe, c'est-à-dire une vieille relation complexe, entremêlée, de confrontation avec le monde arabe et musulman. Il n'y a pas d'histoire coloniale. Et l'histoire coloniale des États-Unis, c'est même l'inverse, c'est eux qui étaient une colonie. Bref, chacun sait ça. Donc on n'a pas cet arrière-plan historique qui pourrait peut-être amener à accepter, à comprendre en tout cas, qu'il y ait ces réactions assez fortes, assez violentes, assez excessives à l'égard de l'islam. Si on prend aussi la géographie, la frontière, notre frontière à nous, c'est la frontière qui a toujours existé du temps de la colonisation. C'est notre frontière du sud. C'est aussi la frontière avec le rapport au monde arabe et musulman. L'immigration est aussi évidemment liée à tout cela. Donc on est toujours dans cette relation complexe avec le monde arabe et musulman, alors que aux États-Unis, la frontière, c'est évidemment le sud, c'est le Mexique, c'est les Latinos, ça n'a rien à voir a priori. Et il y a en plus une vraie tradition d'immigration compliquée, mais donc on est là aussi dans un schéma complètement différent, donc on se dit il n'y a pas de raison. Et puis si on regarde aussi sur le plan sociologique, les musulmans aux États-Unis, ça représente une communauté qui doit représenter peut-être 0,7, 0,8, peut-être 1%, les chiffres varient, aux États-Unis. C'est-à-dire il y a peut-être 3 millions de musulmans sur une population de 315 millions d'habitants. Et en plus, c'est une population qui est extrêmement diversifiée. Il y a des Noirs américains, il y a des gens qui viennent du Bangladesh, de l'Albanie, il y en a qui viennent même... Enfin, il y a des Latinos aussi, il y a des Latinos qui se sont convertis à l'islam, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques dizaines de milliers en disant qu'ils se convertissent pour revenir à Cordoue. Enfin, j'ai vu des choses assez amusantes là-dessus. C'est un retour à l'Espagne, en quelque sorte. Et donc, on a une population très diversifiée sur le plan culturel, et puis en plus, qui est sur X États américains, surtout plutôt du côté
la région de New York, mais pas seulement. Donc on n'est pas là dans des lieux où il y a je sais pas, une concentration de musulmans qui pourrait conduire à telle ou telle perception. Et en plus, ce sont des gens qui sont sur le plan socio-culturel ou socio-économique dans des postures extrêmement confortables. C'est des gens qui ont plutôt des revenus importants. Moi, je me souviens d'une anecdote, mais elle est assez caractéristique. C'était juste une mosquée, un lieu de prière à New York, et le shir qui repart, il repart avec sa BM en 4x4, quoi. Moi, j'ai habité longtemps à côté d'un lieu islamique dans le 10e arrondissement. Le shir partait en vélo, quoi. Et on a vraiment là on a tout de suite une idée du niveau de ces classes moyennes qui ont vraiment un statut économique. Donc tout ceci fait qu'on est très loin de ce qu'on peut connaître ici. Et puis il y a aussi une chose qui est frappante là-bas, c'est la tolérance. La tolérance est a priori beaucoup plus grande qu'en France, sur la religiosité, sur les signes extérieurs. Mon premier contact avec New York, il y a déjà un certain nombre de siècles, c'était presque une image d'Épinal. J'ai eu un taxi qui était avec un sikh, vous savez, et c'est très souvent, bon, voilà, un sikh qui vous emmène à votre hôtel. Et lorsque nous, on a fait notre loi sur la burqa, les États-Unis ont critiqué officiellement, le porte-parole du département d'État a dit que, je vous le cite, nous ne pensons pas qu'il faille légiférer sur ce que les gens ont le droit ou non de porter en fonction de leurs croyances religieuses. Ça a été une déclaration publique, politique, par rapport à notre pratique ici. Et Obama, lorsqu'il a fait son fameux discours au Caire en juin 2009, a redit ça. Il a dit la liberté en Amérique est indissociable de celle de pratiquer sa religion. C'est pour cette raison que le gouvernement des États-Unis a recours aux tribunaux, écoutez bien, pour protéger le droit des femmes et des filles à porter le hijab et pour punir ceux qui contesteraient ce droit. On est vraiment complètement aux antipodes en termes de tolérance. Et donc voilà. Donc si on prend ce fil de la réflexion entre guillemets rationnelle, on se dit mais on est vraiment très loin de tout ce qui pourrait être des facteurs conduisant à avoir une lecture négative ou critique de l'islam. Enfin, mais bien entendu, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça serait trop simple. Et c'est pas parce qu'il y a 0,7 ou 0,8% de musulmans. Enfin bref, on est dans une autre logique qui est évidemment assez irrationnelle. Et la deuxième idée, c'est donc le constat, c'est que nous avons des manifestations qui sont des manifestations contre l'islam, qui sont tout de même assez rudes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je voudrais prendre 3 exemples simplement. Je vais prendre l'exemple de cette manifestation dont je vous parlais, d'une campagne électorale à laquelle j'étais, pas comme acteur, mais comme observateur, et puis un bouquin que j'ai ici, que Alain a évoqué tout à l'heure, le bouquin d'Huntington. Alors, sur la manifestation, je vous disais que j'étais donc, c'était à l'été 2010, à Ground Zero, et je tombe sur cette manif, avec des pancartes où il y avait, par exemple, « Non à la mosquée des meurtriers du 11 septembre ». C'est-à-dire que des gens qui disaient, voilà, ce sont eux les responsables, on ne veut pas qu'il y ait ce centre islamique à 2 blocs donc, de Ground Zero. Ground Zero, à ce moment-là, il y avait juste les fondations. Là, le chantier avait commencé, mais c'était loin d'être terminé. Et cette affaire avait une importance considérable. Alors moi, je m'approche des manifestants, et puis je leur dis, mais... pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? Je croyais qu'il y avait un droit, il y avait une tolérance. Enfin, je joue assez facilement les abrutis. Enfin, et donc, je leur demande ça et ils me disent « Ah, mais on ne conteste pas le droit. Simplement, pas ici. C'est nous insulter que de le faire ici. » Je dis « Bon, ok. » Enfin, bon, je n'ai pas beaucoup discuté parce que ça devenait vite... et puis, voilà. Et j'ai vu aussitôt dans la presse, je venais d'arriver pratiquement à New York, donc j'ai vu aussitôt dans la presse l'importance de cette affaire. L'importance de cette affaire, qui est évidemment récupérée par la droite. Il y avait Sarah Palin qui est une femme très modérée, très intelligente et très subtile, qui en rajoutait, et puis bien des ligues. Et puis, vous aviez la presse tout à l'heure, Alain évoquait l'islam dans les médias. Et moi, je voudrais raconter ce que j'ai vu, et je l'ai retrouvé ensuite sur Internet. Ce que j'avais vu à l'époque, c'était le shir Faisal Abdul Raouf, qui était l'initiateur de cette mosquée, de ce centre islamique, et qui s'appelait au départ le projet Cordoue. Là encore, Cordoue, ça a beaucoup d'importance. Finalement, ça va s'appeler autrement, ça s'appelait Park 51, mais bon. Et il y a eu une interview de Raouf qui était assez extraordinaire. Le bonhomme, extrêmement bien installé,
à la fois très bien habillé, dans un salon superbe, vraiment. Et la journaliste lui dit, mais c'est inacceptable ce que vous faites, parce qu'elle était quand même sur cette ligne-là. Et il répond, mais nous sommes des Américains et nous sommes traités comme si nous n'étions pas des Américains. Et il a après une ligne, j'allais presque dire de défense, mais qui est intéressante. Il dit, mais il faut absolument qu'on ouvre ce centre pour protéger nos troupes à l'étranger. Et ça, c'était habile, enfin habile avec des effets pervers, c'est plus compliqué que ça. C'est l'idée que si jamais il y a une censure, une interdiction d'ouverture de ce centre à New York, eh bien, il est évident que ça va susciter des réactions, des radicaux qui vont peut-être menacer nos troupes. Donc, il se passait vraiment d'un point de vue très, très américain. Il disait l'important, c'est le vivre ensemble. Donc, c'est un combat non pas entre l'Ouest et puis l'islam, mais c'est un combat entre les modérés de tous, américains et musulmans, et puis les radicaux. Et la journaliste continue, et à ce moment-là, vous vous en souvenez certainement, parce que ça avait fait la une de pas mal de journaux, c'était un pasteur, ou je ne sais plus qui voulait brûler en public le Coran. Et la journaliste lui dit ceci, mais écoutez, si, parce que c'était en train de se faire, et ça ne s'est pas fait finalement, en tout cas c'était dans cette menace. Alors la journaliste lui dit, mais si finalement on ne brûle pas le Coran, vous n'allez pas ouvrir votre centre. C'était extraordinaire comme dialogue. C'est-à-dire qu'elle lui disait, et elle ajoutait, j'ai réécouté ça il y a 3 jours, là, ça serait un compromis tout de même. C'était extraordinaire. C'est-à-dire, on ne vous brûle pas le Coran, mais vous n'ouvrez pas votre centre islamique. Bon, c'était tout de même d'une violence. Et les sondages à l'époque, que ce soit les sondages sur les New-Yorkais ou les sondages au niveau national, il y avait une majorité d'Américains qui étaient contre cette ouverture. Les autorités politiques, par contre, étaient extrêmement clairement pour l'ouverture. Michael Bloomberg, le maire de New York à ce moment-là, était sur une ligne extrêmement simple. Il disait, écoutez, à New York, il y a des Indiens, il y a des Pakistanais, il y a des musulmans, il y a des Américains, il y a des Noirs. Et il avait cette phrase pour terminer, « It's New York », c'est New York. Et donc voilà, c'est New York. Où est le problème? Et Obama a dit à peu près la même chose, mais à un autre niveau. Il a dit, bah oui, et il termine par « It's America », c'est l'Amérique. C'est New York, c'est l'Amérique. Et finalement, le centre a été ouvert, et il a été ouvert l'année suivante, c'est-à-dire en 2011, en septembre 2011. Alors là, du coup, c'était juste 10 ans après. Mais cette manifestation a eu un énorme retentissement quand on était là-bas pendant cette période. C'était vraiment immanquable sur toutes les chaînes, quoi. C'était vraiment un grand débat, avec une majorité, je le répète, qui était contre l'ouverture de ce centre. Et ce centre, aujourd'hui, est ouvert, et ce centre, il y a un lieu de prière, il y a une bibliothèque, une salle de conférence, voilà, et ça fonctionne. Deuxième exemple dans ces réactions, c'est la campagne électorale d'Obama en 2008. Il s'appelle Barack Hussein Obama. Et du côté de la droite et du côté d'un certain nombre de gens comme ça, il y a eu des attaques sur c'est un musulman, il ne faut pas qu'on ait un musulman qui soit président. Il y avait dans les sondages, dans les sondages de 2010, donc après, il y a 28% des Américains qui estiment qu'il ne faut pas qu'il y ait un musulman à la Maison-Blanche quand même. 28%, hein, c'est pas mal. Oui, mais il y a des raisons objectives. donc voilà, il y a eu cette polémique à laquelle d'ailleurs John McCain, pendant un tout petit moment, il a mis un peu d'huile sur le feu en disant ça, puis finalement il a joué le jeu correctement. Mais ça a été vraiment un des thèmes de la campagne, et le journal culturel que vous connaissez sûrement si vous allez un peu dans ces coins-là, qui s'appelle The New Yorker, qui est un magazine hebdomadaire intellectuel plutôt de gauche et qui est vraiment très intéressant, a cru bon de publier cette couverture où vous voyez Obama en turban, avec dans la cheminée le drapeau des États-Unis qui est en train de flamber, et puis on voit le bonhomme sur le tableau à votre droite, c'est Ben Laden. Et puis vous voyez, la femme d'Obama est dans des situations un peu particulières. Et cette couverture vient d'un journal de gauche. Alors, évidemment, Obama a aussitôt réagi en disant « Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une offense. Je ne suis pas musulman, je suis chrétien, mais c'est insultant pour moi, mais c'est insultant pour les musulmans. » Bref, il y a eu tout un débat. Et la rédaction de New Yorker a expliqué que c'était une caricature de ceux qui caricaturaient
qui caricaturait Obama. C'est-à-dire qu'il fallait lire ça au 3e degré. Bon, alors, en tout cas, vous voyez, bref, c'était un des thèmes importants de cette affaire. Et finalement, bon, même McCain, que j'évoquais tout à l'heure, a critiqué cette couverture de The New Yorker qui avait vraiment loupé son coup, quoi. Et après, ils sont excusés, mais en même temps, ça montre l'ampleur du débat, quoi, pour que ça arrive à cela. Puis là, le 3e exemple que je donne, que je voudrais donner, c'est évidemment le bouquin d'Huntington. Alors, le bouquin d'Huntington, que j'ai apporté, pour que vous le voyez, parce que tout le monde n'a pas forcément lu, tout le monde en parle, mais il fait 500 pages. Et c'est au départ, vous vous souvenez, c'est un article qui paraît dans Foreign Affairs en 1993. Le bouquin sort en 1996. Nous sommes donc, comme tu l'évoquais tout à l'heure, juste après la fin de la guerre froide. C'est important. Et c'est l'époque aussi où le cinéma américain sort un film, grand spectacle, avec Harrison Ford, qui s'appelait Air Force One, dans les années 90. Où l'ennemi, c'est extrêmement marrant, l'ennemi du président qui est dans Air Force One et qui a des problèmes avec des terroristes, les terroristes sont habillés avec des uniformes qui ressemblent aux soviétiques, mais ce sont des islamistes. C'est-à-dire que c'est une espèce de mélange. On n'a pas encore, pour reprendre ce que disait Alain, on n'a pas encore bien identifié l'ennemi, alors on mélange un peu tout ça, et ce sont des méchants qui sont du Kazakhstan. Enfin, on a réussi à régler le problème comme ça. Bon, alors ça, c'était sur le plan cinématographique. Mais sur le plan, je dirais, intellectuel et littéraire, enfin, oui, aussi littéraire peut-être, il y a ce bouquin. Or, ce bouquin, on en fait toujours un bouquin, je dirais, rationnel, très bien construit, avec lequel on peut évidemment être en désaccord complet, alors que c'est en fait, à mes yeux, mais je voudrais essayer de le montrer, un espèce de brûlot idéologique, bourré d'erreurs factuelles. Je donne un exemple, mais ça c'est un détail absolu, mais il donne plein de faits en 500 pages, on raconte plein de choses. Par exemple, à un moment donné, il parle de l'Europe et il dit les membres fondateurs de l'Europe, etc. Et il oublie l'Italie, par exemple. Bon, c'est quand même le traité de Rome en 1957. Enfin, il a des erreurs majeures. Et sa thèse, que vous connaissez, mais je vais vous en faire quelques citations, c'est donc de dire que ce sont les civilisations qui sont désormais les acteurs et non plus les États, et que donc le siècle qui vient, ça sera une confrontation entre civilisations. Il énumère ce que sont les civilisations, il essaie de la définir en mettant en avant la religion, en estimant que dans la définition de la civilisation, la religion est un élément important, et puis donc il arrête une liste de 7 ou 8 civilisations, ça dépend des pages, mais ensuite il se focalise effectivement sur l'islam. Alors on aurait beaucoup de choses à dire sur le fait de transformer les civilisations en un acteur, c'est assez absurde, mais bon, c'est une autre question. Quand on en vient à l'islam, il est dans un registre qui est un registre extrêmement simpliste, et avec une série d'affirmations qui, du point de vue méthodologique, sont fondées sur souvent des chiffres, c'est-à-dire sur un appareil scientifique apparent. C'est-à-dire, puisqu'on donne des chiffres, c'est que c'est sérieux, quoi. Et vous avez, alors je vais pas vous le lire entier, mais simplement deux, trois citations. À un moment donné, par exemple, il dit « La culture musulmane », je le cite, alors c'est dans la traduction française, la culture musulmane explique pour une large part l'échec de la démocratie dans la majeure partie du monde musulman. Voilà, c'est comme ça, donc la culture musulmane. Et puis ensuite, il y a tout un développement sur le thème qu'il y a du sang à la frontière de l'islam, aux frontières des pays d'islam. Et là aussi, il dit les chiffres sont irréfutables. Alors je vous fais l'économie de ça, mais il donne toute une série de chiffres de pourcentage de conflits pour montrer que c'est aux frontières de l'islam qu'il y a eu le plus de guerres. Et puis cette phrase aussi dans le même genre, à propos de ce islam a du sang à ses frontières, un peu plus loin, c'est page 319 de cette édition-là. Entre 1980, écoutez bien ça, entre 1980 et 1995, les États-Unis se sont engagés dans 17 opérations militaires. Qu'est-ce que c'est qu'une opération militaire, hein, au Moyen-Orient, toutes dirigées contre des musulmans. Toutes dirigées contre des musulmans. Aucune autre civilisation
n'a suscité pareille mobilisation militaire de la part des États-Unis. Rien que si on prend cette phrase-là comme ça, on se dit, mais on est où, hein? Je répète la phrase. Aucune autre civilisation n'a suscité pareille mobilisation militaire de la part des États-Unis. Ce qui est un contresens absolu entre 1980 et 1995. On pourrait multiplier les choses, enfin, sans parler de tout ce que les États-Unis ont fait en faveur des pays. Enfin bref, je veux dire, si on prend les mots tels qu'ils sont, les phrases telles qu'elles sont rédigées, ça devient un brûlot idéologique assez étonnant. Et pour que les choses soient bien claires, il n'est pas en train de parler du fondamentalisme musulman, il n'est pas en train de parler de l'islam politique. Il dit à plusieurs reprises très clairement, je vous le cite, page 320, le problème central pour l'Occident n'est pas le fondamentalisme islamique, c'est l'islam. C'est l'islam. Autrement dit, c'est extrêmement clair. Moi, je me souviens, en ayant lu ça la première fois, disons les 200 premières pages, je prenais des notes, je trouvais ça intéressant. Et à partir de 200-250 pages, il m'est presque tombé des mains. J'étais jusqu'au bout. Parce que ça devenait plein de choses qui étaient... J'ai donné quelques exemples, mais je pourrais en donner plein d'autres. Il suffit de lire certains chapitres attentivement pour voir à quel point ce bouquin est bourré. Alors bien sûr, il y a les choses justes, il y a des faits exacts, etc. Mais c'est un entremêlement de choses précises et de choses fausses, et des approximations assez remarquables. Et c'est un bouquin qui a formidablement marché. J'ai regardé un peu sur Internet les conférences qu'il a faites aussitôt après. Il vient d'Harvard, il est prof à Harvard, enfin il était prof à Harvard. Donc il y a évidemment le label Harvard qui compte. Il a été invité partout, aux États-Unis et aussi à l'étranger. Et puis aujourd'hui, ce terme, le choc des civilisations, qui d'ailleurs n'est pas de lui, c'est de Lewis. Mais peu importe, c'est devenu une référence, quoi, hein. Et on ne peut pas s'empêcher de penser, je reviens à ce qu'évoquait Alain tout à l'heure, qu'on est dans cette période justement où on a besoin de ça. En tout cas, un certain nombre ont besoin de structurer leur vision du monde à travers des choses comme ça. Et donc, ça explique peut-être le succès énorme de ce bouquin. Mais en même temps, c'est un bouquin qui a dû faire du mal, parce que ceux qui avaient ce rapport à l'islam ou cette perception de l'islam, ils étaient soudain confortés par une sorte d'analyse scientifique, hein, qui, à mes yeux, n'en est absolument pas une. Et je trouve que c'est important de voir ça. Ça a contribué à structurer sans doute des perceptions, ou en tout cas à légitimer des perceptions, puisque Huntington l'a dit, etc. Les néoconservateurs qu'évoquait tout à l'heure Alain n'ont pas repris les thèses d'Huntington, mais ils ont sans doute repris la structure, parce qu'au fond, ce que voulait Huntington, il le dit au début de son bouquin, c'était de proposer une grille de lecture, c'est sa formule, un paradigme pour interpréter les relations internationales. Et c'est une interprétation très simple, pour ne pas dire simpliste, qui est finalement qui est binaire, quoi. Alors c'est the West and the rest, comme on dit souvent, mais c'est the West et l'islam. Les néoconservateurs n'ont pas repris ça de cette façon-là, mais en même temps, ils ont repris la structure binaire, enfin l'axe du mal, le bien contre le mal. Enfin, on est dans une espèce de mélange de messianisme impérial qui est celui des néocons, et puis une espèce de culturalisme un peu tragique de Huntington, qui ont fait qu'on regarde le monde de manière assez autistique, pourrait-on dire. On se reconstruit un autre monde tel qu'il n'existe pas en réalité. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que si on prend trois événements très différents, une manifestation, une campagne électorale ou un bouquin, on voit surgir ce rapport à l'islam qui est souvent assez violent. Alors, ma troisième idée, mais ça ne sera pas une idée, c'est plus une interrogation, c'est pourquoi est-ce que finalement l'islam semble apparaître comme l'autre absolu là, contre lequel il faut se battre, ou en tout cas dont il faut se méfier. Je vous donnais les chiffres, j'ai d'autres chiffres. L'islam est susceptible d'encourager la violence. Il y a 35%, là en France, je ne sais pas combien, 70%, voilà. Donc il y a quand même une rationalité. 28% estiment qu'il faut interdire à un musulman de siéger à la Cour suprême, je l'ai dit, et 32%, non pardon, oui c'est ça, 28% pour la Cour suprême, et 32% qu'il ne faut pas qu'il puisse être candidat à la Maison-Blanche. Voilà les chiffres qui datent de sondage 2010, donc c'est relativement récent. Et c'est intéressant parce que c'est au moment où Obama est tout de même au pouvoir. Alors,
comment expliquer ça? Si j'étais honnête, je dirais je ne sais pas. Et c'est plutôt des interrogations. Je crois que la rupture, je pense que c'est incontestablement ce qui s'est passé en 1979. Je pense que la révolution en Iran a joué un rôle, surtout que la révolution s'est accompagnée pendant des mois et des mois de la prise d'otages. Enfin, il y a eu un rapport d'une très grande violence avec les otages américains, de l'ambassade américaine à Téhéran. Et donc, ça a été certainement un choc. C'était à la fin de la présidence Carter, et ils n'ont été libérés que juste après, le jour d'après la fin du mandat de Carter et l'arrivée de Ronald Reagan. Je pense que le 11 septembre a joué, je dirais, est venu en rajouter évidemment des éléments très importants. Ça a été un choc absolument énorme, puisque les principaux acteurs provenaient de pays musulmans qui étaient des alliés des États-Unis, à commencer par l'Arabie saoudite. Mais ce qu'on oublie quelquefois, et ça c'est incontestable, c'est très important, pourquoi est-ce qu'ils nous ont attaqués? Enfin bon, c'est tout le choc, et quand on parle avec des Américains, c'est vrai que même aujourd'hui encore, c'est quelque chose d'énorme. Mais ce qu'on oublie de rappeler, c'est que ça se passe le 11 septembre 2001, mais au même moment, en Palestine, c'est l'intifada. Et l'intifada va être vue aux États-Unis de la même façon, c'est-à-dire par rapport à l'islam, parce qu'on va avoir pendant des mois et des mois, pour ne pas dire des années, parce que ça va durer au moins jusqu'en 2004, enfin il y a un pic en 2002-2003, des attentats suicides qui sont le fait du Hamas, qui sont le fait de l'islam, pour faire ces raccourcis absurdes. Donc je pense que le déferlement d'images des attentats suicides en Israël a dû, je veux dire, prolonger le choc. Enfin, ça n'a rien à voir entre le 11 septembre et puis ce qui se passait en Palestine. Il n'y a évidemment aucun rapport, mais l'explication, c'est l'islam. Le problème, c'est l'islam. A fonctionné. En tout cas, il a fonctionné dans certains milieux, la droite religieuse qui est très proche du Likoud, et dans d'autres registres comme celui-là. Il faut aussi ajouter que les néoconservateurs, et Bush disait que c'était pas une guerre contre l'islam. Enfin, il a essayé de promouvoir un discours différent par rapport à l'islam, mais dans l'opinion publique, en tout cas, c'était vraiment quelque chose de très fort. Donc, je crois que ces événements-là ont consolidé ces perceptions. En tout cas, c'est une hypothèse. Et puis, je pense que les médias, tout à l'heure, Alain citait le bouquin, les médias, on joue un rôle, enfin certains médias jouent un rôle que je trouve très, très important. On n'a pas l'équivalent en France de certains types de médias. Nos médias en France sont très équilibrés, très nuancés, il n'y a pas de souci, quoi. Mais vous avez aux États-Unis des chaînes un peu particulières. Et une que j'aime beaucoup, je regarde tous les jours, c'est Fox News. Fox News, et je voudrais vous donner juste un échantillon de ce qu'est Fox News. C'est un journaliste de Fox News dans une émission assez connue, dont j'ai oublié le nom, qui invite un cheikh londonien radical. Et il lui pose des questions, c'était il y a 2-3 ans, enfin. Il lui pose des questions, donc en duplex avec Londres, sur les grands thèmes, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pensez de la charia? Est-ce que vous êtes pour la charia? Donc le cheikh répond oui, je suis en faveur de la charia. Est-ce que vous êtes en faveur des houdoud, des châtiments corporels? Alors là, la réponse est plus compliquée. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous reconnaissez que les victimes du 11 septembre étaient des victimes innocentes? Et là, le cheikh dit oui, bien sûr. Enfin, c'est pas. Il essaie de. Et le journaliste à ce moment-là le coupe. On dit vous voyez bien, votre idéologie, elle est inacceptable. Et dès que la réponse ne correspondait pas à ce qu'il attendait, le journaliste l'étouffait, comme c'est donc plus facile dans un duplex. Mais c'est pas tout. Le lendemain, Fox News, c'est quand même des gens intelligents, techniquement parlant, je veux dire. Le lendemain, il refait une émission. Il invite une observatrice qui est un peu connue dans ces milieux, qui s'appelle Brigitte Gabriel. Et Brigitte Gabriel, c'est une Libanaise maronite qui a été sauvée du pire par les soldats israéliens. C'est en tout cas ce qu'il y a dans sa biographie. Et elle s'appelle en réalité Nour Saman. Et donc, on remet l'émission en coupant les extraits de l'interview de la veille pour ne faire apparaître ce qui était vraiment particulièrement percutant, avec en plus le
le discours d'une dame qui apparaît comme étant musulmane et qui donc est objective, si j'ose dire, et qui dit oui, l'islam c'est une religion de la violence, l'islam prêche le terrorisme, empêche le progrès, etc. Donc en l'espace de 2 jours, vous avez vraiment plein d'arguments qui n'en sont pas, bien entendu, et qui sont d'une violence inouïe. Et ça alimente vraiment des courants, j'ose pas dire de pensée, mais enfin c'est un peu ça, en tout cas des sensibilités, avec des faits que les gens reprennent ensuite. Et puis, si on avait le temps d'étudier ça, vous avez des personnages qui sont dans le prêche, au sens à la fois, entre guillemets, laïque, mais aussi au sens religieux, et qui sont sur ces lignes-là très, très violentes. Des types comme Buchanan, des types comme Yerushalmi, enfin, que j'ai eu l'occasion d'écouter, sont d'une violence inouïe à l'égard de l'islam. Donc tout ça contribue à façonner des perceptions qui sont évidemment assez négatives. Et puis, il y a un dernier point sur lequel je voudrais dire un mot, c'est le rapport entre islam et le conflit du Proche-Orient. C'est juste une idée que je soumets, dont je ne prétends pas assurer la validité, mais quand aux États-Unis, quand on regarde la question de l'islam, j'ai le sentiment que ça passe quelque part par le conflit du Proche-Orient. C'est-à-dire, je pense que la question israélo-palestinienne, et donc israélienne, joue un rôle important dans la structuration de cette perception. Parce que sans arrêt, quand on entend tous ces gens-là, enfin sans arrêt, en tout cas très souvent, on revient sur Israël et sur la défense d'Israël. Et j'ai le sentiment que ce conflit occupe une place importante. Pas du tout comme ça se fait en France, où la structuration de cette perception se fait autrement. Et je crois donc que c'est un élément de la structuration de l'islam, et non pas l'inverse. Ce n'est pas l'islam qui structure le conflit israélo-palestinien, ce serait peut-être plus l'inverse, mais c'est juste une idée à discuter. Je ne prétends pas du tout que c'est trop complexe pour pouvoir s'arrêter sur une donnée simple. Et pour conclure, juste un mot sur le discours d'Obama, que j'ai pris la peine de réécouter, qui m'avait beaucoup impressionné quand je l'avais écouté en direct. C'était le 4 juin 2009, c'est-à-dire quelques mois après son arrivée au pouvoir. Il fait ça au Caire, à l'université Al-Azhar. Enfin, c'est quelque chose de très fort. Et il joue sur la corde personnelle, c'est-à-dire en disant « je m'appelle Barack Hussein Obama ». Il commence son discours « Salam alaikum ». Il raconte qu'il est d'une famille musulmane, même si lui est chrétien. Enfin bref, c'est quelque chose qui est assez fort, qui est extrêmement bien apprécié. Il rappelle que le Maroc a été le premier pays à reconnaître les États-Unis au moment de l'indépendance des États-Unis. Et il développe toute une partie de son discours qui dure 1 heure. Donc c'est important, en disant que l'islam is part of America. C'est une partie de l'Amérique, c'est une partie de nous-mêmes, quoi. Ce que j'ai retenu en conclusion, c'est l'idée que c'est un nouveau départ. C'est-à-dire qu'il voulait essayer, en 2009, d'avoir un nouveau départ sans doute par rapport à l'islam aux États-Unis, mais bien entendu par rapport au Moyen-Orient. Alors là, ça rejoint tout ce qu'a pu dire Alain, et le fait est qu'entre le discours d'Obama, là il y a beaucoup à dire, et puis ce qu'il a fait par la suite, parce qu'il évoque évidemment plein de choses, il y a sans doute beaucoup d'attentes qui ont été déçues. Mais enfin, on peut se consoler en disant qu'il a eu le prix Nobel quelques semaines plus tard, en octobre 2009. Voilà, je vous remercie.